Bonjour à tous, bienvenue. On va débuter la conférence dans un petit 2 minutes à 13 h, heure de l'Est. Bonjour à tous, bon lundi. Vous arrivez, on va débuter la présentation dans 2 minutes. Merci d'être avec nous. Bonjour, bienvenue tout le monde. On va débuter la présentation dans 1 petite minute. Bienvenue à tous, on débutera dans 1 minute. On va donner un dernier petit 30 secondes pour les dernières personnes pour arriver. Merci encore d'être des notes aujourd'hui. Alors, il est présentement 13 h, on va débuter la conférence. Alors, bonjour et bienvenue à tous à la conférence nationale virtuelle sur la leucémie. Cette conférence unique en son genre répond aux besoins particuliers de la communauté des cancers du sang et offre des informations, outils et ressources à jour pour aider les personnes touchées par la leucémie. Merci des nôtres aujourd'hui. Prochaine diapo, Dr. Bertillon. Elle a arrêté d'avancer, là. Merci. La webvision d'aujourd'hui s'intitule « Et si une simple pilule permettait de guérir les cancers du sang? Une approche bien personnelle sur le développement d'un traitement novateur contre le cancer ». Dans cette présentation, le Dr. Luc Bertillon expliquera comment son propre développement en tant que chercheur a mené à la découverte d'un traitement novateur qui peut agir contre la croissance des cellules de plusieurs cancers, dont les leucémies et lymphomes. Il est maintenant le temps de débuter la présentation. Mon nom est Karine Meyers. Je suis la directrice régionale pour le Québec à la Société de leucémie et lymphome du Canada. Je serai la modératrice de cet événement en ligne. La présentation durera environ 60 minutes et comprendra une période de questions et réponses à la fin. Puisque vous êtes très nombreux et en mode silencieux, nous vous invitons tout au long de la présentation à écrire vos questions dans la zone questions et réponses au bas de votre écran et nous les lirons à votre haut à la fin. En raison du grand nombre de participants et du temps limité, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de répondre à toutes les questions. Notez également que notre conférencier ne peut pas répondre à des questions spécifiques sur l'état de la santé d'une personne. Les questions spécifiques ne seront pas lues à voix haute pendant la période de questions et réponses. Si nous ne répondons pas à votre question pendant la présentation en direct, un responsable des services à la communauté vous contactera directement après la conférence. Prochaine diapo. Merci. Pour ceux et celles qui nous connaissent peut-être moins, la mission de la Société de leucémie et lymphome du Canada est de trouver un traitement contre les cancers du sang et d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées et de leurs familles. Si vous avez des questions, si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, vous pouvez parler à un de nos responsables des services à la communauté dans votre région et recevoir une aide personnalisée pour trouver des réponses à vos questions ou des moyens de répondre à vos préoccupations. Les responsables des services à la communauté sont là pour vous aider. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais mettre en lumière quelques-uns des services que nous offrons et qui pourraient vous intéresser. Prochaine diapo. Merci. Nous vous invitons à visiter notre site Internet cancerdusang.ca. Notre objectif est de mieux servir la communauté et d'offrir une expérience améliorée.
Sur notre site, vous trouverez tous les enregistrements de nos webdiffusions passées, notre chaîne de balado, des fiches d'information, des outils pratiques pour vous aider à naviguer dans l'expérience du cancer et bien plus encore. Prochaine diapo. J'aimerais mettre en lumière nos nombreux feuillets et brochures d'information destinés à vous aider avant, pendant et après le cancer. Que vous souhaitiez en savoir plus sur les différents traitements et thérapies ou sur votre type spécifique de cancer du sang, nous vous proposons une variété de feuillets et brochures faciles à lire et à comprendre pour répondre à vos besoins. Visitez le site cancerdusang.ca pour accéder à toutes ces ressources gratuites. Prochaine diapo. Merci. Il est maintenant temps de vous présenter notre conférencier, Dr. Luc Bertillon. Le Dr. Bertillon détient un doctorat en biochimie de l'Université de Sherbrooke. Il est chercheur et professeur à l'Université de l'Alberta. La parole est à vous, Dr. Bertillon. Merci, Karine, pour l'invitation et la présentation. Et merci, Pascal Rousseau, aussi, pour m'avoir mis en contact avec la Fondation des leucémies et des lymphomes du Canada. J'apprécie énormément cette opportunité de vous parler de nos résultats et de nos avancements scientifiques et cliniques. Mon séminaire aujourd'hui s'intitule « Une approche bien personnelle sur le développement d'un traitement novateur contre le cancer et si une simple pilule permettait de guérir le cancer du sang ». L'audience cible pour ce séminaire sont les patients, les aidants, les survivants et possiblement les professionnels de la santé, mais pas spécialement les chercheurs. Donc, il n'y a pas énormément de science et tout a été assez vulgarisé pour, j'espère que tout le monde puisse comprendre de quoi je parle et que tout le monde puisse suivre notre cheminement. Le but de mon séminaire est très ambitieux et de vous fournir un aperçu de la cellule et de la signalisation cellulaire. Et en plus de répondre à environ 10 questions qui m'ont été demandées à maintes et maintes reprises dans les 10 dernières années. Ces questions sont d'où viennent les cancers, d'où vient le docteur Bertillon, qui est le docteur Bertillon, comment le docteur est devenu chercheur, comment j'ai eu l'idée derrière le PCLX 001, le premier traitement anticancéreux de sa classe, comment fonctionne le PCLX 001 dans le traitement des cancers du sang et en donnant des résultats clés. Pourquoi les médicaments anticancéreux sont-ils aussi coûteux? Comment vont nos essais cliniques chez les humains? Et la question dont tout le monde veut avoir la réponse, c'est quand le PCLX 001 serait-il disponible pour les patients? Et après ça, je vais terminer avec une série de conclusions et de remerciements. Je vais commencer mon séminaire en vous donnant un petit cours de biologie de première année. La cellule animale et les cellules eucaryotes sont faites de 3 parties. Il y a la membrane plasmatique, il y a le cytosol qui est la partie liquide des cellules et il y a les organelles qui sont les petits organes à l'intérieur de la cellule. Ceci inclut le noyau qui contient l'ADN précieux qui programme toutes les fonctions cellulaires et les organelles telles des mitochondries, des endosomes, le réticulum endoplasmique rugueux et l'appareil de Golgi. Et il y en a bien d'autres. Faites attention, il va y avoir un quiz à la fin. Non, c'est juste une blague. Ça, c'est juste donné à titre d'information. Depuis mes études au baccalauréat et mes études graduées, j'ai toujours été fasciné par la membrane plasmique et ses propriétés d'élimination du périmètre de la cellule, ses propriétés de transport qui lui permet d'importer les nutriments et d'exporter les toxines à l'extérieur de la cellule, mais surtout les propriétés de signalisation avec le monde extérieur. Je vais vous en dire plus dans quelques instants. Là, on va passer à un cours de 4e année. J'enseigne la biologie cellulaire des maladies et le cancer couvre environ la moitié des cours dans cette classe. Et je commence ce cours avec une leçon très précise. Et le but de cette première lecture, c'est de répondre à la question d'où viennent les cancers. La cellule dont je viens de vous parler est l'unité de base de la vie. Et je ne sais pas si vous saviez, mais le corps humain contient 10 billions de cellules. C'est 10 suivi de 12 zéros. C'est absolument énorme.
Et en plus de ces 10 billions de cellules, on est fait de 40 billions de bactéries. Donc, on est toute une tour de complexe de cellules et de bactéries. Et donc, généralement, dans mon cours, je fais une transition. Pour comprendre les maladies humaines, y compris les cancers, on doit comprendre la cellule. Et voilà pourquoi on a besoin des biologistes cellulaires comme moi. Et qu'est-ce qui est important de concevoir dans les maladies, c'est que l'incidence des maladies augmente avec l'âge. On voit ici sur le graphe au centre de la diapo que l'incidence des taux de cancer augmente de façon quasi linéaire entre 40 ans et 90 ans, et ça plafonne environ entre 90 et 100 ans. Et il en va de même pour les maladies cardiovasculaires et les maladies neurologiques qui ne sont pas montrées sur ce graphe. Comment le vieillissement influe-t-il sur le cancer? Ça, c'est la question clé que j'essaie d'inférer ou de transférer les connaissances à mes étudiants. C'est de leur rappeler que tous les jours, environ 10 000 mutations de l'ADN se produisent dans chaque cellule dans le noyau. Et c'est surtout petite erreur, mon spell check a probablement changé ça de part à part. Et ces mutations se produisent surtout par dommage oxydatif. L'oxygène, c'est une molécule très réactive qui doit être maîtrisée et gardée sous surveillance de façon constante. On a beaucoup de molécules qui jouent des rôles d'antioxydants qui préviennent les dommages à l'ADN, mais de temps en temps, il y a des complexes qui se forment et des mutations qui se créent. Et imaginez, 10 000 mutations par cellule fois 10 billions, on est rendu à 100 fois 10 à la 15 mutations par personne par jour. Une sens qu'on a un très bon système de réparation qui répare ces mutations-là et que lorsque les mutations ne sont pas réparées, on a un très bon système immunitaire qui élimine 99,9999% des cellules dont les fonctions sont altérées. Une des choses à vous rappeler, c'est le risque d'avoir un cancer au cours de la vie est d'environ 2 sur 5 ou 40%, plus exactement de 43 à 44% selon la Société de recherche sur le cancer du Canada. Ça veut dire qu'environ 230 000 nouveaux cas de cancer par année au Canada et 85 000 décès. Donc, le tiers ou le tiers des personnes qui ont un cancer en meurent à chaque année. Donc, ça nous prend des nouveaux médicaments, ça nous prend des nouvelles approches, idéalement à un coût qui est abordable. Et ça, c'est la fonction de PACILEX et ma mission personnelle ici à l'Université de l'Alberta. Qu'est-ce qui est important de comprendre avec tout ça? Des centaines de billions de mutations par jour. Comment ça se fait qu'on vit? C'est dû aux probabilités d'avoir des mutations dans le même gène. Comme vous savez, peut-être, vous vous souvenez des cours de biologie au secondaire et peut-être à l'université, qu'on a tous 2 copies de chaque chromosome à l'intérieur des cellules. Donc, même si on a un gène qui est inactivé ou muté ou hyperactivé, on a une copie qui peut compenser pour le gène qui est muté. Et qu'est-ce qui est important, c'est que quand les mutations affectent les 2 copies d'ADN, ceci éventuellement touche aussi les ARN messagers produits, ce qui influe les protéines qui sont codées par ces ARN messagers et leur fonction et entraîne par conséquent l'apparition d'un cancer à l'occasion lorsque les protéines régulant la croissance cellulaire sont touchées. Ce qui est important, c'est que la plupart des cancers sont traités par l'ablation chirurgicale. Ça ne fonctionne pas malheureusement pour... un tel traitement n'est pas disponible pour les cancers du sang, malheureusement. Et ensuite, le traitement initial est suivi par la chimiothérapie générale qui cible cet ADN dans les cellules cancérigènes et aussi malheureusement dans les cellules normales. L'indice thérapeutique de la chimiothérapie conventionnelle est seulement de 40%, donc 1,4 divisé par 1, juste 1,4 fois plus spécifique à tuer les cellules cancérigènes que les cellules normales, d'où les effets secondaires de la chimio générale qui incluent les nausées, la perte de cheveux, l'affaiblissement du système immunitaire qui amène souvent les infections qui causent la mort des patients. La médecine personnelle ou médecine de précision analyse l'ADN dans les cellules normales et la compare aux cellules cancéreuses. Ceci permet l'élaboration de stratégies thérapeutiques adaptées à chaque personne. Ça, c'est un concept très important qui est le futur de la médecine en écologie.
Et je me suis servi de ce mot, la médecine personnelle, pour inspirer mon titre, pour vous présenter une approche personnalisée de mon cheminement scientifique et maintenant clinique au cours des dernières 20 dernières années, je dirais. Et la raison pourquoi j'ai fait ça, c'est que je me suis aperçu que quand je parlais avec beaucoup de gens essayant de bailler des fonds, j'ai parlé à des milliardaires, des millionnaires, des gens du gouvernement. Je n'ai pas laissé une seule pierre non tournée en Alberta pour essayer de faire avancer notre projet. Je me suis aperçu que très peu de gens connaissent un professeur. Et donc, je me suis mis à chercher un petit peu, voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et selon StatCan, il y a environ 42 000 professeurs au Canada. Comme on est environ 39 millions d'habitants au Canada, c'est environ un professeur par 1000 habitants. Ceci veut dire qu'il y a moins d'un professeur, et comme il y a moins d'un professeur sur 10 qui travaille dans les facultés de médecine, les professeurs comme moi représentent de moins d'une personne sur 10 000 au Canada. Et pour ceux qui ne le savent pas, il y a 3 sortes de professeurs. Quand on commence à travailler dans une université, on est professeur adjoint pour les premières 5 à 8 ans. Après ça, on passe un autre, on est promu à professeur agrégé avec la permanence, qui est tenure en anglais. Ça, c'est un autre 5 à 8 ans de travail. Et après environ 12 à 16 ans de travail, on devient professeur titulaire. Ça, c'est ma position à l'Université de l'Alberta. Je suis professeur de biologie cellulaire dans la faculté de médecine ici. Pour continuer dans mon approche personnelle, j'aimerais vous laisser savoir que je suis né à Montréal d'un surintendant de raffinerie, mon père André, passionné d'automobile, et d'une femme au foyer dévouée et enjouée, ma mère Marcel. J'ai 2 frères, Éric et Richard, et voici mes grands-parents maternels, ma grand-mère Yvette et mon grand-père Gérard. Je n'ai malheureusement très peu connu ma grand-mère paternelle et n'ai jamais connu mon grand-père paternel qui est mort du cancer quand j'étais avant de ma naissance. J'ai déménagé à Repentigny à l'âge de 2 ans et y ai été élevé. Un de mes plus beaux souvenirs et mon premier souvenir de jeunesse, c'est que j'ai appris à pêcher à l'âge de 3 ans. Me voilà à l'âge de 3 ans avec mes monstres de truites qu'on voit à peine sur la photo. Mais ne vous inquiétez pas, je me suis amélioré à la pêche depuis. Et la pêche, comme toute passion ou toute qualification ou emploi, c'est aussi comme la recherche. Plus on lit sur le sujet, plus on pratique et meilleur on devient. Et c'est là que ça, c'est les poissons que je prenais quand j'étais en début de carrière à l'université. Et ça, c'est ceux que j'ai pris cette année. J'adore la pêche à la mouche. C'est un énorme brochet de 41 pouces ou 1 mètre, 1,10 m qui faisait celui-là. Et un beau saumon de 19 livres pris sur la rivière Saint-Jean, près de cette île au Québec. J'adore la pêche à la mouche. C'est un challenge et c'est absolument fascinant. Et ça permet de décrocher des longues heures de travail. Comme mon père, j'ai toujours aimé les voitures. Et me voilà à l'âge de 2 ans avec ma première voiture et que ma mère avait de la difficulté à m'enlever dessus. Je me promenais partout à des vitesses folles dans la maison. Et finalement, le jour est venu où j'ai pu acheter ma première voiture, une Cavalier RS 90 chevaux sur le capot en étant étudiant gradué. Et on passe quelques voitures et ma voiture préférée de tous les temps, c'est ma Nissan GT-R que j'ai acheté en tant que professeur. C'était mon cadeau de 40e anniversaire à l'époque. C'est une des voitures les plus performantes que j'ai jamais conduites et je regrette encore la vente l'année passée. Je l'ai échangée pour un SUV. En tant que professeur, je dépense probablement trop d'argent sur mes voitures, mais n'étant pas marié et toujours célibataire, ça me fait des économies. Ce qu'on m'a dit, les enfants, ça coûte cher. Et voici mon unité de transport de plantes au printemps. Ça fait rire bien les Albertains, ça, quand je fais mon jardinage. J'ai toujours été passionné de ski. Étant élevé au Québec, j'ai grandi sur les pentes de Saint-Sauveur. Et comme j'ai fait mes études à l'Université de Sherbrooke, j'ai fait beaucoup de ski à Mont Offord, Mont All-Z, J-Peak et Bromont. Et maintenant, j'ai gradué dans les super montagnes de l'Ouest du Canada à Kicking Horse. Et je me souviens plus ça si c'était Whistler, mais je crois que c'était dans les Caribous plutôt en Alberta.
Autre, la pêche, les voitures et le ski. Je joue au tennis, je fais du squash. Dans le peu de temps libre que j'ai, je fais aussi du vélo, du golf qui prend beaucoup de temps, la peinture. Ça, j'en ai fait un moment donné, mais ça prenait trop de moments. Et comme tout bon étudiant, au début, on fait des copies des artistes connus. Ça, c'est ma version d'un petit Van Gogh que j'ai fait, qui était une de mes premières peintures que j'ai fait. Mais ça, c'est comme ça que je vois le monde, d'une façon beaucoup plus cartésienne et plus géométrique. Celle-là, elle s'appelle le tournesol. Et celle-là, c'est une éclipse qui essaie de dépicter, de montrer le mouvement de la Lune et du temps en fermant les deux portes, les deux images qui se recouvrent pour créer la noirceur de l'éclipse. Notre laboratoire est connu pour son approche innovatrice à la recherche et on est aussi très, très, très connu pour les fêtes d'Halloween très bien arrosées. Ça, c'est la clique ou la bande qui restait vers 3 ou 4 heures du matin. Et ça, c'est les effets après le party avec toutes les bouteilles vides, bien sûr. Et le nettoyage généralement prend de 8 à 10 heures le lendemain pour nettoyer toute la maison. On a eu des fêtes d'Halloween avec plus de 125 personnes et des DJ internationaux avec les shows de laser et la fumée qui persiste encore. Et ça, c'est moi en train de danser dans le salon. Comment le docteur Berthiaume est-il devenu chercheur? On commence généralement en prenant tous les cours de sciences possibles. Et je suis allé aux écoles primaires à Repentigny, les écoles Jean 23, Notre-Dame-des-Champs et Lompré. Et je suis allé au secondaire à la polyvalente Jean-Baptiste Maillard à Repentigny, là où j'ai gradué vers l'âge de 18 ans. Après, je suis allé faire mon cégep au Collège de Maisonneuve en sciences de la santé et mes professeurs préférés étaient 2 professeurs de chimie, la docteure Michel Tournier et Thérèse Gauthier. Et une des choses que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'est qu'actuellement, mon grand-père paternel et mon père ont tous deux travaillé comme chimistes. Donc, j'ai toujours senti cette affinité pour la chimie que je ne peux comprendre, mais j'ai toujours aimé ça et ça a toujours été facile pour moi d'apprendre tout ce qui est chimique ou éventuellement biochimique. Après ça, j'ai fait mon baccalauréat à l'Université de Sherbrooke. Et mes professeurs préférés étaient le professeur de chimie organique Pierre Deslongchamps, mon professeur d'immunologie, feu Pierre Béchard, et professeur de biochimie, Gilles Dupuis, et Jürgen Sigouche, aussi professeur de biochimie à l'Université de Sherbrooke à l'époque, mais maintenant professeur de biochimie à l'Université de Montréal. Le point saillant de mon baccalauréat en biochimie, à part des cours de sciences fascinants, est lié au fait d'avoir joué pendant 4 ans comme gardien de but de soccer pour l'équipe du Vert et Or et de l'Université de Sherbrooke. Ça, c'est moi dans un élan en train d'arrêter un ballon. Le photographe a fait un job fantastique pour me capter environ à 3 pieds du sol et le ballon, non, il n'a pas passé. Et autre mes études, après ça, j'ai fait une étude de doctorat en biochimie sous la direction de Dr. Jürgen Sigouche, qui était un professeur absolument époustouflant et avec qui j'avais une affinité originale. Et les points saillants de mon doctorat, c'est autre que mes études sur l'enzymologie et le métabolisme. J'ai fait un stage de 3 mois à l'Université de la Californie à Berkeley et ça m'a permis de découvrir une passion pour la biologie moléculaire, la manipulation de l'ADN qu'on pouvait faire grâce à la synthèse de l'oligonucléotides. Et il y avait seulement que 3 appareils où on pouvait faire ces oligos-là aux États-Unis à l'époque. Donc, j'étais très privilégié d'avoir pu passer 3 mois dans une université prestigieuse et apprendre que la recherche, ce n'est pas juste du 9 à 5. Généralement, les gens en Californie, en recherche, ils travaillent de 9 heures le matin à souvent 10 heures le soir. Donc, quand je suis revenu au Québec, les gens me regardaient de façon très étonnante quand à 5 heures, je restais toujours au labo et à la paillasse à faire les expériences. Aussi, durant mon doctorat, je découvre le sujet de la myristoylation lors d'un séminaire que j'avais donné au département de biochimie à l'Université de Sherbrooke. Et la myristoylation, c'est la modification des protéines par un acide gras qui s'appelle myristate et je vais vous en parler un peu plus tard. Après ça, j'ai gradué en 1991 avec mon doctorat de l'Université de Sherbrooke. Et dans ces temps où j'ai gradué, ma copine de l'époque avait pris cette photo. Et je me rappelle encore du moment où elle a pris la photo. J'ai comme eu une espèce de frisson un peu mythique. Et j'ai toujours gardé cette photo avec moi et
par coïncidence ou destin, je ne sais pas si vous y croyez, je me suis ramassé à New York. Ça, c'est une casquette des Yankees de New York. Et éventuellement, je suis devenu professeur à l'Université de l'Alberta à Edmonton. Les joueurs étoiles de l'époque étaient un certain dénommé Jackson, qui était un frappeur extraordinaire, Reggie Jackson, et Warren Moon était le quart arrière des anciennement connus comme les Esquimaux d'Edmonton, maintenant les Elks, les Caribous. Ça a arrêté de bouger là. OK. Donc, comme je viens de vous dire, la prochaine étape de ma carrière, c'est j'ai fait un stage postdoctoral au Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York, où je suis allé pour étudier la biologie cellulaire de la myristoylation des protéines avec la docteure Marilyn Resch. Et après ça, après 4 ans à New York, je suis devenu professeur adjoint, puis professeur agrégé et professeur titulaire de biologie cellulaire à l'Université d'Alberta, où j'étudie toujours l'importance biochimique, cellulaire et médicale de la myristoylation des protéines reliées au cancer. C'est moi dans mon bureau, toujours un peu très occupé. Je travaille énormément, je n'ai pas toujours le temps de faire le ménage dans tous mes piles de papier. Et c'est une tradition, une mode de travail que je n'ai pas changé. Ça, c'est moi la semaine passée et il y a encore des piles de papier au sol. Certaines choses ne doivent pas être changées, selon moi. Revenons à nos cellules et la signalisation cellulaire. Comme je vous avais dit, il y avait 3 parties principales dans les cellules et j'étais toujours fasciné par la membrane plasmique et son habileté naturelle d'échanger les signaux entre l'extérieur et l'intérieur et faire une interaction avec le monde extérieur. Comment ça fonctionne, cette signalisation? J'ai toujours été impressionné par le processus qui s'appelle la transduction du signal. Généralement, pour interagir avec une molécule à l'intérieur de la cellule reconnaît la molécule signal via des molécules qui s'appellent récepteurs. Après avoir lié le signal, le récepteur change de conformation et attire les molécules qui sont les transducteurs de signal, montrés en vert, pour générer un signal à l'intérieur des cellules. Et comme vous avez vu sur la photo, l'interaction avec les membranes se fait souvent par l'addition d'une molécule de gras. Dans ce cas, l'acide gras myristate qui est transféré par les N-myristyltransférases. Vous allez en entendre parler encore plus dans quelques instants. Mais le myristate par lui-même n'est pas suffisant pour ancrer les protéines transductrices de signal dans les membranes. Souvent, ça prend un deuxième signal qui prend la forme d'une autre molécule d'acide gras ou le palmitate dans ce cas-là, qui est transféré par des palmitoyl acyltransférases. Et ça permet la génération d'un signal chimique qui est préprogrammé à l'intérieur des cellules, qui lui dit quoi faire quand le signal se lie à la surface des cellules. Il y a plus de 600 transducteurs de signal à l'intérieur des protéines, à l'intérieur des cellules, qui sont des protéines acylées par un acide gras. Et bon nombre d'entre eux sont des proto-oncogènes. Par exemple, le proto-oncogène SARC, ABL et RAS à l'intérieur des cellules. Une des choses qui m'a toujours fasciné dans ce domaine, c'est que énormément de protéines qui sont modifiées par les acides gras sont des oncogènes. Donc, il devait y avoir des solutions possibles pour traiter le cancer dans ces protéines qui font l'interaction avec la membrane plasmatique, là où il y a toute la signalisation qui contrôle la croissance des cellules. De façon plus détaillée, la myristoylation, c'est la modification des protéines par un acide gras de 14 carbone qu'on voit ici. Et le myristate est transféré aux protéines par 2 enzymes qui s'appellent N-myristyltransférase 1 ou N-myristoyltransférase 2. Une fois la protéine myristoylée, elle se déplace vers les membranes où elle peut interagir avec des récepteurs ou d'autres transducteurs de signal. La myristoylisation favorise donc la localisation membranaire et parfois les interactions protéine-protéine. Plus de 600 protéines, encore une fois, ou protéoformes sont myristoylées. Des exemples de protéines myristoylées sont SARC, ABL et ARF. Je ne la connais pas en français, celle-là, mais en anglais, c'est ADP Ribosylation Factors. Les enzymes NMT1 et NMT2 sont toutes deux présentes dans presque toutes les cellules et vous allez voir pourquoi c'est important. Bientôt. Le DONG
le dogme dans les années 95 à 2000 était que les N-méricyltransférases sont surexprimés chez les patients ayant un cancer et représentent alors des cibles anticancéreuses. Ça a été popularisé par les recherches de Dr. Sharma, actuellement au Manitoba, où il a démontré les études similaires que les tumeurs de côlon contiennent plus de NMT, montré ici par l'intensité de bandes noires, que dans les cellules normales qui sont présentées ici sous N1 ou N2. Plusieurs années de recherche sur des nombres limités de cellules confirmaient que oui, en général, il semble y avoir plus de NMT1 à l'intérieur des cellules. Mais ça n'avait jamais été investigué de façon très, très approfondie. C'est là qu'entre en jeu le docteur Beauchamp. Et notre hypothèse de travail à l'époque, c'était que comme les N-méricyltransférases interviennent dans la régulation de la croissance et de l'apoptose ou mort cellulaire, deux processus souvent altérés en présence d'un cancer, nous avons présumé que l'expression des NMT est altérée chez les patients ayant un cancer. Le premier résultat, je m'en rappelle encore, du docteur Beauchamp, qui a montré qu'il y a actuellement une perte de NMT2, non pas un gain, comme l'hypothèse ou le dogme à l'époque, dans les lignées de cellules B cancéreuses, mais pas dans les lignées voilà. Mais pas dans les lignées de cellules normales, ni les lignées de cellules T cancéreuses. Donc, c'était quelque chose qui se passait dans les cellules cancéreuses de type B. Et ça, c'est des lymphomas de Burkitt, des lignées cellulaires nommées BL2 et Ramos. Donc, ça, c'était très intriguant. Ça m'avait fait réfléchir et on a été allé sur l'Internet après. Il y avait un consortium qui avait fait l'analyse des données de séquençage de 1100 lignées cellulaires à l'époque du Cancer Cell Line Encyclopedia. Ça, c'est un groupe de chercheurs qui fait partie du Broad Institute à MIT, un article publié par Baratina. En utilisant leurs données, on s'est aperçu que les niveaux de NMT1 ne changent pas vraiment dans tous les différents types de cancers étudiés. Ça, c'est les cellules normales, ou la moyenne de toutes les cellules cancérigènes. Mais par contre, que dans les cellules de cancer hématologique telles que les lymphomes de Burkitt, les lymphomes diffus à grosses cellules B, des types de lymphomes non spécifiés, les myélomes multiples et les leucémies myéloïdes acutes, aiguës, tout est inversé en français par rapport en anglais. Ou c'est plutôt en anglais, tout est inversé par rapport au français. Et il y a aussi des décroissances des niveaux ou des réductions de la quantité de NMT de certains types de cancer du sein. Donc ça contrevenait avec les hypothèses du Dr. Sharma et d'autres professeurs qui continuaient de dire que les NMT sont surexprimés dans les cellules cancérigènes. Mais tout ça, ça m'a fait réfléchir. À un moment donné, j'ai dit, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe là? Ça va à l'encontre des idées de l'époque. Est-ce qu'on peut prendre avantage de cette découverte du Dr. Beauchamp? Et c'est là que j'ai eu le moment Eureka. Donc, en vous rappelant que les cellules normales contiennent deux NMT, NMT1 et NMT2. Les cellules cancérigènes perdent la NMT2, donc elles courent un peu sur juste une patte, il y a une NMT1 qui reste. Et donc, j'ai eu l'idée, donc, si on pourrait traiter avec une drogue pour inhiber la NMT qui reste à l'intérieur des cellules, vu qu'il n'y a plus de NMT2, on pourrait probablement tuer les cellules cancérigènes qui sont déficientes en N-méricyltransférase 2 de façon très spécifique et épargner les cellules normales qui ont deux N-méricyltransférases. L'inhibiteur qu'on s'est servi a éventuellement été renommé PCLX001, dont vous allez voir bientôt. Pour être certain que vous comprenez l'analogie ici, c'est un peu comme si les cellules normales avaient deux reins. Les reins, c'est essentiel pour filtrer le sang. Imaginons que les cellules peuvent avoir des reins. Les cellules cancérigènes perdent un rein, il leur en reste juste un qui est absolument essentiel pour la survie. Donc, si on trouve un moyen d'éliminer le seul rein qui reste à l'intérieur des cellules, ces cellules-là vont mourir et les cellules qui ont des fonctions partielles des reins devraient survivre. Ça, c'est notre hypothèse de travail et on a énormément de données qui supportent cette hypothèse.
Donc, pour tester cette hypothèse, ça nous prenait un médicament. Et ça, ce n'est pas facile. Généralement, c'est 5 à 6 ans de travail difficile. Mais je me suis souvenu à l'époque que le docteur Paul Wyatt de l'Université Dundee avait publié un article sensationnel où il avait démontré l'identification d'un bon groupe d'inhibiteurs. Je crois qu'il y en avait 400 de N-méricyltransférase du parasite Trypanosome brucei, qui est l'agent causatif de la maladie du sommeil. Et je me suis décidé, plutôt que de recommencer tout son travail et de cribler des librairies de dizaines de milliers de composés, j'ai décidé de l'appeler et de lui demander s'il n'aurait pas dans ses échantillons des inhibiteurs de NMT humaines, pas seulement celles du parasite T. brucei, mais des inhibiteurs humains. Il m'a dit que oui, il y en avait deux très bons, et qui s'appelaient DDD, pour le Drug Discovery of Dundee Drug Discovery Unit 85646 et DDD 84681. Après quelques tests dans nos cellules, on s'est aperçu que le DDD 84681 était de beaucoup supérieur, au moins 10 fois supérieur au 85646, et celui-là, on l'a renommé PCLX en l'honneur de notre compagnie Pacilex qui avait été justement incorporée au début de cet été-là. Et Pacilex avait été incorporé avec le but de développer, d'accélérer le développement de l'idée et de produire un médicament qui devrait être disponible à plus de gens possible à un coût raisonnable pour traiter les cancers. On veut vraiment que nos découvertes favorisent le traitement de plus de gens possible. Pourquoi ça n'avance pas là? Ah, voilà. Donc, armé de notre PCLX 001, le docteur Beauchamp et moi-même avons dessiné une expérience où on a utilisé des robots pour traiter plus de 300 lignées cellulaires à 8 concentrations différentes de PCLX 001. Et nos résultats démontrent que le PCLX 01 était absolument fantastique à éliminer la grande majeure partie des cellules cancérigènes. Chez les leucémies, les lymphomes et les myéliomes, on a regroupé sur les cancers hématologiques, mais aussi qui marchait quand même très bien dans les cancers du poumon, les mélanomes, les adénosarcomes, les cancers du pancréas, de la vessie et du sein. La mort cellulaire ici arrive quand le pourcentage d'émission maximale de la croissance excède 100%. Donc, on était très content de voir qu'on avait un effet spécifique qui semblait spécifique pour les cancers hématologiques et une belle spécificité de notre molécule PCLX 001 qui apparemment tue les cancers hématologiques de façon spécifique en comparaison avec les cancers de type dit solide à l'intérieur dans nos essais enzymatiques. Okay. Vu qu'on avait montré que notre molécule fonctionnait très bien sur les lymphomes et les leucémies myéloïdes aiguës, LMA, je vais vous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ces maladies-là. Les lymphomes de type B et les leucémies myéloïdes aiguës sont des cancers du système immunitaire caractérisés par un taux élevé de récidive. Les traitements chimiothérapiques actuels contre ces cancers ne sont que modérément efficaces. En plus d'être coûteux, ils provoquent des effets secondaires importants, causent des nausées, des diarrhées, des pertes de cheveux, des ulcères buccaux et causent des infections dues à la réduction de l'efficacité des systèmes immunitaires. Qu'est-ce qui se passe dans ces cancers-là? C'est que normalement, les cellules progénitrices myéloïdes de type souche, les cellules souches myélocitaires, normalement, se développent en cellules, en globules rouges, en plaquettes et en variété de macrophages quand elles se différencient normalement. Par contre, les cellules souches lymphoïdes se développent, elles, en lymphoblastes ou en cellules lymphoblastiques qui, elles, deviennent les lymphocytes de type B, T et les cellules tueuses naturelles.
Qu'est-ce qui se passe dans le cancer? C'est que ces cellules-là deviennent mutées ici. Et lorsqu'il y a des mutations, ça arrête le développement et le processus normalement de produire des cellules différenciées normales. Et lorsque le développement de ces cellules-là qui se reproduisent très rapidement est affecté, ces cellules-là remplissent la moelle osseuse, puis le sang et les organes et étouffent toutes les cellules qui les entourent en consommant tout l'oxygène et les nutriments, ce qui cause éventuellement la mort. Plus de détails, en Amérique du Nord, il y a environ 20 000 nouveaux cas de leucémie myéloïde aiguë, LMA, qui surviennent par année. Malgré les nouveaux traitements reçus, la grande majorité des patients connaissent une récidive et meurent de la maladie. Pour vous donner une idée, les traitements au Canada coûtent environ de la LMA, coûtent 700 millions de dollars par année. Ça, c'est beaucoup d'argent de nos taxes, mais attendez, c'est encore pire avec les lymphomes. En Amérique du Nord, il y a environ 69 000 nouveaux cas de lymphome non hodgkinien, LNH, l'autre Ligue nationale de hockey, les NNH, et qui surviennent par année. Le taux de récidive après 5 ans est d'environ 60 %. Donc, un bon nombre de personnes auront besoin de nouveaux traitements plus efficaces après avoir été envoyés en rémission par les traitements d'avant-garde qui sont connus maintenant. Les traitements au Canada pour les lymphomes de type B, de type LNH, c'est 2,3 milliards de dollars par an au Canada. Ça, c'est énormément d'argent. Donc, que ce soit les LNH ou les LMA, on a besoin de nouvelles thérapies. Et ça, c'est ma mission personnelle à l'Université d'Alberta et la mission de PACILEX de développer des nouveaux traitements pour aider les gens qui souffrent de cancer. Quelques petits résultats pour vous montrer que notre stratégie semble monter jusqu'à maintenant. Encore une fois, c'est le docteur Beauchamp qui est venu à la rescousse et qui a fait une expérience très simple. Il a comparé la sensibilité de 6 cellules cancérigènes de type lymphome au PCLX-001 et a comparé la sensibilité avec des cellules normales immortalisées nommées IM9 et VDS. Comme on voit sur les données ici, les cellules, lorsqu'on regarde la viabilité des cellules, alors qu'on augmente la concentration de PCLX, les premières cellules à mourir, c'est les cellules cancérigènes. On voit en vert ici les BL2, et on voit en brun, après ça, les cellules Ramos, et on voit qu'elles sont beaucoup plus sensibles que les cellules normales immortalisées IM9 en bleu et les VDS en rouge. Ce qui nous démontre qu'on a vu pour la première fois que le PCLX-001 semblait avoir une marge thérapeutique très grande à comparer de la chimiothérapie conventionnelle. Imaginez, il y avait juste 40 % de différence avec la chimio conventionnelle. C'est 1,4 par rapport à 1 qui explique les effets secondaires. Si on transforme ces données en forme de IC50 en anglais ou CI50, qui est la concentration de drogue qui inhibe la croissance des cellules de 50 % et qu'on compare les cellules normales aux cellules cancérigènes, on voit qu'il y a un énorme facteur qui va jusqu'à 100 fois de sensibilité augmentée pour les cellules cancéreuses de lymphome par rapport aux cellules normales. C'est environ juste 20 fois supérieur, qui est beaucoup mieux que 1,4 fois. Donc, la conclusion de cette expérience de base, c'est que PCLX-001 tue de façon préférentielle la lignée cellulaire de lymphome et sa marge thérapeutique est apparemment très grande in vitro, jusqu'à 100 fois. C'est bien beau de démontrer que quelque chose fonctionne in vitro, mais c'est une autre paire de claques, comme on dit au Québec, de montrer que ça fonctionne chez les animaux vivants. Et la façon dont les chercheurs évaluent les médicaments contre le cancer, c'est généralement en faisant l'utilisation de souris dont le système immunitaire a été éliminé. Donc, c'est des souris qui sont immunocompromises. Il y a deux types. Donnez-moi une seconde. Il y a deux types de xénogreffes dérivés de souris. Et il y a les CDX, qui sont des xénogreffes dérivés de lignées cellulaires qu'on fait pousser dans les boîtes de pétri, qu'on injecte dans les souris, généralement sous la peau. Et donc, on peut facilement mesurer la croissance avec des pincettes calibrées.
Il y a les types de PDX qui sont des xénographes dérivés de patients. Donc, les tumeurs n'ont jamais vu les boîtes de plastique. Les tumeurs sont transférées directement des patients aux souris, qui représentent des modèles encore plus pertinents pour l'étude des médicaments pour le cancer. Après ça, on donne le médicament aux souris par voie orale ou par injection sous-cutanée et on regarde la croissance des tumeurs chez les animaux traités ou non traités. Et on voit aussi qu'avec des pincettes calibrées, on est capable de mesurer la grandeur des tumeurs. Quand on fait cette expérience-là avec des cellules de lymphome diffus à grosses cellules B qui sont pharmacorésidences humaines injectées chez les souris, on voit que le PCLX-001 réduit la grosseur des cellules par rapport au contrôle où les animaux ne sont pas injectés avec le médicament, ou une croissance accélérée qui va jusqu'à 2000 mm3. On voit que le traitement après 20 jours à 20 mg par kilogramme par jour réduit la grosseur des tumeurs de 50 %. Et à 50 mg par kilogramme par jour, on voit que le PCLX élimine toutes les tumeurs dans tous les animaux qu'on voit ici, sauf une qu'on a gardée juste pour pouvoir étudier et faire des études biochimiques et immunohistochimiques à l'intérieur des cellules pour apprendre plus sur le mécanisme de mort cellulaire de ces cellules. La conclusion de cette expérience, c'est que, en plus d'avoir fait 2 CDX qui donnent des résultats très similaires, notre PDX, chez le PDX, le PCLX-001 élimine le lymphome diffus à grosses cellules B in vivo en fonction du temps, beaucoup moins de cellules, et en fonction de la concentration. Plus on a de PCLX, moins les tumeurs sont grosses, plus le cancer est éliminé. À l'époque, comme je l'avais montré au début, notre composé, selon notre étude de 300 cellules, avait l'air de fonctionner très, très bien chez les lymphomes de cellules B. On voulait voir chez le prochain type de cellules si ça fonctionnait chez les leucémies myéloïdes aiguës. Et on a fait la même étude. On a commencé avec des CDX. On a injecté les cellules MV411 sous la peau des souris, traité les souris avec notre drogue ou pas. On mesure la croissance des tumeurs en absence de médicaments en rouge. Et on voit que lorsqu'on augmente la concentration de PCLX-001 de 10 à 20 à 50 mg par kilogramme par jour, on réduit la grosseur des tumeurs jusqu'à l'élimination totale de toutes les cellules cancérigènes. Chez les leucémies myéloïdes aiguës, ceci se fait en 5 et 8 jours. On élimine jusqu'à 100 % des tumeurs palpables chez les souris. Et lorsqu'on enlève notre drogue, les tumeurs ne reviennent pas pendant une période de 22 jours. Donc, ceci est très prometteur pour le traitement de la leucémie éventuelle. Et j'aimerais vous porter à votre attention que la doxorubicine ici est moins efficace que notre PCLX-001 et que la doxorubicine est un composé utilisé en clinique. Donc, notre PCLX-001 est déjà meilleur dans ces modèles que des composés qui sont utilisés en clinique. Donc, ça promet pour le futur. Pour avoir un modèle qui est encore plus pertinent pour l'étude du LMA, on a pris des cellules de patients de LMA, on les a injectées dans la queue des souris et on a regardé la croissance des cellules humaines, les LMA-H humaines CD45 positives, par cytométrie de flux en fonction du temps dans les souris qui sont traitées avec le PCLX-001 ou avec un véhicule comme l'eau ou de la saline. Et on voit qu'en fonction du temps, la concentration des cellules cancéreuses augmente dans les barres rouges et que lorsque les souris sont traitées avec des concentrations croissantes de PCLX-001, la quantité des cellules cancérigènes décroît très, très, très rapidement et ne sont presque pas détectables au jour 42. Et on voit que dans l'analyse du sang terminal, il y a très peu de cellules cancérigènes, que ce soit dans le sang ou dans la moelle osseuse. Lorsqu'on fait une étude un peu plus poussée des cellules collectées dans la moelle osseuse, on voit que lorsque la quantité de cellules cancérigènes humaines dans la moelle osseuse diminue par l'action du PCLX, ces cellules sont
remplacées rapidement par les cellules de souris. M pour mouse, CD45 à l'intérieur de la moelle osseuse. Donc, le PCLX001 tue les cellules LMA humaines CD45 positives in vivo, dans le vivant, en fonction de la concentration, et ce, à une concentration qui permet aux cellules CD45 positives de souris de reconstituer la moelle osseuse. Ça, c'est absolument crucial pour le traitement éventuellement chez les humains. Une autre chose qui est cruciale, c'est que les cellules LMA humaines CD45 de la moelle osseuse sont aussi enrichies en cellules souches leucémiques, les CSLS. Et ces cellules-là sont très importantes car ce sont les cellules qui sont à la source des récidives, des rechutes quand les gens entrent en rémission et qu'un an ou deux après, elles reviennent. C'est les cellules souches qui se réactivent et on a des données indirectes qui suggèrent que notre composé n'enlève pas seulement les cellules LMA cancéreuses, mais aussi les cellules souches. On est en train d'investiguer ça avec la docteure Wang à l'Université de Toronto. Plusieurs gens me demandent, OK, c'est bien beau, ça fonctionne contre les cancers du sein, mais est-ce que ça fonctionne contre les tumeurs solides? Je connais quelqu'un qui a un cancer du sein. Le cancer du sein frappe maintenant une femme sur 8. C'est une plaie incroyable pour le système médical et pour les femmes qui souffrent de cette maladie horrible. Mais il y a peut-être de l'espoir à l'horizon. Sur les types de cellules qui sont des triples négatives, les cellules cancérigènes MDA, MB 231, on voit encore qu'on a un effet très fort de la réduction des cellules cancérigènes pour les cancers du sein chez la souris en utilisant des CDX. On a des résultats un peu similaires avec plus de variations chez les cellules de cancer humain, mais ceux-là, c'est des cancers de poumon très agressifs et on voit que le PCLX001 montré en bleu ici à 35 mg par kilogramme est supérieur à la chimio classique. Et ça nous encourage. Donc, une fois qu'on va avoir fini d'étudier, fait les études cliniques de PCLX001 chez les leucémies et les lymphomes, on va commencer à s'attaquer aux tumeurs solides en commençant probablement par les cancers du sein suivis des cancers du poumon. Mais une chose à la fois, on va commencer par les cancers du sang. Pourquoi les médicaments anticancéreux sont-ils si coûteux? Un, c'est parce qu'il y a énormément d'étapes. Il y a au moins 10 étapes qu'on voit ici à l'écran. Ça part de la découverte originale, l'identification d'une nouvelle cible, la découverte d'un médicament, la découverte d'un test diagnostique, la validation du principe in vitro dans les boîtes de pétri, évaluation de l'efficacité du composé chez les animaux via les xénogreffes. Et après ça, il faut faire les études de pharmacologie et de toxicologie chez les animaux, suivi des études de phase 1, 2, 3 et du traitement clinique. Une chose à se rappeler, c'est que la durée d'un brevet n'est seulement que de 20 ans. Et pour faire toutes ces étapes-là, ici en bleu et en vert, généralement, ça prend 12 à 15 ans. Et ça coûte aussi une fortune. Juste pour faire les 3 premières étapes, ça coûte généralement de 13 à 19 millions US. Et pour faire la phase 1, c'est de 5 à 8 millions US. Pour faire la phase 2 et la phase 3, c'est de 50 à 200 millions pour la phase 2 et la phase 3 de façon respective. Après ça, on a passé 12 à 15 ans. Donc, il reste seulement 5 à 8 ans pour récupérer l'investissement après avoir dépensé des centaines de millions de dollars. Donc, c'est en partie pourquoi les médicaments sont très coûteux et pourquoi ça prend beaucoup de temps. C'est parce qu'il y a énormément d'étapes. Qu'est-ce qu'on a fait à Pacilex? Où en est maintenant? Les dernières 4 années ont été très, très, très occupées. On a complété nos études de toxicité. On a fini nos études de chimie, de fabrication et de contrôle. On a obtenu 1 kg de PCLX de grande qualité pour être donné aux patients sous forme de pilule. On a passé toutes les études de réglementation de Santé Canada. On a établi nos protocoles d'études cliniques et notre brochure d'investigateurs qui sont donnés aux directeurs des études cliniques à 4 sites à travers le Canada. Et tout ça, après avoir fait tout ça et dépensé environ une dizaine de millions de dollars, ça nous a permis, peut-être pas une dizaine de millions, peut-être 4 ou 5 millions à cet âge-ci,
ça nous a permis de doser notre première patiente de lymphoma avec le PCLX-001 en septembre, le 14 septembre 2021 pour être exact. Ce qui s'en vient, c'est la détermination de la dose maximale tolérée et la dose recommandée de phase 2. Et ça va nous coûter environ 5 à 7 millions de dollars américains, environ 10 millions de dollars canadiens. Mais on a assez d'argent pour se rendre jusqu'à la fin de cette étude pour l'instant. Quelques données préliminaires, quelques données, c'est notre première patiente. On voit que le PCLX-001, lorsqu'absorbé sous forme de pilule, la concentration monte très rapidement sous une période de 1 heure qui atteint le Tmax à 1,1 heure. Et après ça, la concentration augmentée commence à décroître progressivement jusqu'à 25. Ça, c'est une distribution quasi idéale qui donne une demi-vie d'environ 16 heures qui, de façon importante, est 8 à 10 fois plus longue que la durée de vie du PCLX à l'intérieur des souris, qui est de 1,5 heures. Et c'est important de vous rappeler qu'en 1,5 heures, le PCLX-001 a éliminé plusieurs types de cancers du sang. Donc, ça promet, le médicament reste pendant une bonne quantité de temps chez les humains et ça va lui permettre d'avoir son action. Et la concentration résiduelle de 61 nanomolaires ici se situe juste en dessous de la concentration inhibitrice de 50 d'un grand nombre de lignées cellulaires. Donc, on ne s'attend pas à avoir des effets au début de notre étude. Et quand on donne les pilules pendant 16 jours, ça, c'est la modélisation des données qu'on a obtenues par notre pharmacocinéticien. Et on voit qu'il n'y a pas d'accumulation du PCLX-001. À chaque jour, on a des distributions quasi idéales. Et nos données et la cinétique de clairance concordent avec l'administration du composé 1 fois par jour à domicile. Pas besoin d'aller à l'hôpital, pas besoin de se faire irradier, pas besoin de tout ça. C'est un traitement qui pourrait se faire à la maison. Et où on est maintenant, ou comment ça fonctionne les études cliniques? On commence avec un processus d'augmentation de la dose utilisée dans une étude ouverte. Donc, on donne à des patients que l'on connaît qui sont en phase terminale de cancer, 3 à la fois. On a commencé à 20 mg par jour, 40, 70, 100 et 140. Et à partir de la semaine prochaine, on devrait avoir des niveaux de dose anticipés pour voir un effet très peu, parce qu'on est capable de quantifier la quantité de médicaments dans le sang et ça nous donne une idée de quand est-ce qu'on devrait voir les effets chez les humains cette fois, pas les souris. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous avons complété les 6 premières étapes. Nous sommes maintenant en fin de phase 1. On continue à augmenter la dose du PCLX-001 qui est encore une fois donné sous forme de pilule, qui est un avantage incroyable. Ça nous a pris 10 ans pour nous rendre là. On est une équipe très motivée de 5 chercheurs et médecins et administrateurs qui avancent le produit à grande vitesse. On fonctionne aussi vite qu'une grosse compagnie pharmaceutique qui aurait une centaine de personnes à dévouer au projet. Et ce qui s'en vient, c'est les études de phase 2 ou d'efficacité de notre médicament pour les LMA et les lymphomes diffus à grosses cellules B vers la fin de 2023. En conclusion, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre que nos méricyltransférases sont des cibles pharmacologiques potentiellement excellentes pour le traitement du cancer, en particulier le lymphome et la leucémie, que la PCLX-001 est très efficace chez les modèles de souris liés au cancer du sein et du poumon, que notre nouveau médicament PCLX-001 est le premier traitement de sa classe, est une petite molécule oralement biodisponible qui entraîne l'inhibition des N-méricyltransférases. Les cellules souches leucémiques sont extrêmement sensibles au traitement par le PCLX-001 in vitro et in vivo. Ça, je n'ai pas eu le temps de vous montrer les données. L'analyse en est très compliquée. Ça a pris 5 ou 10 minutes. Ça m'empêcherait de passer un message plus clair. Et le PCLX-001 est rapidement absorbé chez les humains. Son profil pharmacocinétique est adapté pour un traitement unicotidien sous forme de comprimé. Aucun effet indésirable n'a été observé chez les 15 premiers patients. Les doses quotidiennes plus élevées du traitement oral par la
sont en cours d'évaluation clinique. Question d'échéancier, où en est-on? L'essai clinique a été approuvé en 2021. On a progressé très rapidement jusqu'à la fin de presque la phase 1 en 1 an. L'administration initiale de la dose en milieu clinique a commencé en septembre 2021 dans le lymphome et les patients avec tumeurs solides. Le lancement du nouvel essai expérimental de phase 1 sur la leucémie myéloïde aiguë est prévu lors du trimestre 1 2023 au MD Anderson Cancer Center aux États-Unis. Ce centre est un des centres les plus prestigieux de la planète pour le traitement du cancer. Et ce qui va nous aider, c'est qu'on a récemment obtenu une bourse de 2 millions de dollars canadiens du département de la Défense américaine pour subventionner nos études de phase 1 en leucémie myéloïde aiguë. Quand est-ce que le PCLX-01 devrait être disponible pour les patients? Comme PCLX-01 a reçu la désignation de médicament pour maladie orpheline, Orphan Designation de la Food and Drug Administration des États-Unis pour la LMA et l'obtention de la désignation de médicaments dont le processus de mise au point est accéléré, FDA Fast Track Designation, for short, en cours. Nous pensons que le PCLX pourrait être offert aux patients d'ici 2 à 3 ans si tout continue d'aller très bien. Nous devrions recevoir les mêmes désignations pour l'utilisation du PCLX-001 chez les lymphomes. Le remerciement. J'ai une grosse dette à mon ami et collègue de travail, le Dr. Erwan Beauchamp, qui a fait la grande majeure partie des études chez les cellules cancérigènes in vitro et les analyses pharmacodynamiques des patients sur ce projet. John Mackey est notre Chief Medical Officer, notre chef médical, notre officier de médecine en chef, CMO en anglais, et Ryan Haidt, qui est le chef de la direction, et le Dr. Michael Weichert, qui est notre CEO, notre directeur qui nous garde en ligne. John, Ryan et moi avions commencé le projet il y a 12 ans maintenant. Et maintenant, après avoir ramassé 22 millions de dollars, on a maintenant un composé chez les patients en phase 1. Mais maintenant, la tâche va être encore plus grande. On se doit d'amasser 55 millions de dollars pour faire 2 types d'essais cliniques de phase 2. Et généralement, jusqu'à maintenant, je passe environ 60 à 80 de mon temps à chercher des fonds. Ça risque d'augmenter. Je dois prendre un sabbatique l'année prochaine, mais on a besoin d'aide pour continuer à développer ça et on cherche très fort pour trouver les fonds pour pouvoir avancer notre raison. Vous vous demandez peut-être comment je peux aider. Le plan A, donner généreusement à la Société de leucémie et du lymphome du Canada. Le website est là, leur numéro de téléphone est ici. Je vous laisse 2 secondes pour le prendre en note et la présentation a été enregistrée. Comme vous le savez, j'ai passé à la TV, à l'émission Découverte. Voici le lien. Après être passé à l'émission Découverte avec Charles Tisser, j'ai été inondé de courriels. J'en ai reçu des centaines, sinon au moins plus entre 1000 et 2000, je dirais. Et une grande partie des gens nous avaient suggéré de faire une levée de fonds GoFundMe. Je me suis informé à l'Université de l'Alberta. Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas utiliser les fonds de GoFundMe. Donc, donner à la Société de lymphoma et de leucémie du Canada, ça va aider. Et le plan B, il y a une autre façon. Vu que je ne pouvais pas partir un GoFundMe, j'ai fait un site UAB, Université d'Alberta, give.ca, FRCB, Fonds de recherche cancer Bertium, dont vous pouvez donner en accédant à mon lien public sur ma page web à l'université. Si vous avez des difficultés à me trouver, faites juste faire Luc et Alberta et vous devriez voir mon visage. Vous pouvez me reconnaître maintenant. Si vous avez des questions plus spécifiques pour la finance de PACILEX, veuillez concerner notre chef de la direction, le Dr. Michael Weichert, ou Ryan Haidt, membre cofondateur et chef des opérations de PACILEX. Si vous avez des questions, je suis à vous pour les 10 prochaines minutes à ce qu'on m'a dit. Oui, merci beaucoup, Dr. Bertillon, pour cette présentation très intéressante. Puis aussi d'avoir partagé avec nous votre parcours professionnel mélangé au personnel. Alors, comme vous dites, c'est maintenant l'heure de période de questions.
Alors, tel que mentionné en introduction, si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à écrire vos questions dans la zone de questions et réponses. Là, c'est sûr, on a juste un petit 5-10 minutes, si vous pouvez rester avec nous. Alors, je vous rappelle que notre conférencier ne peut pas répondre aux questions spécifiques sur l'état de santé d'une personne. Les questions spécifiques ne seront pas lues à voix haute. Si nous ne répondons pas à votre question pendant la présentation en direct, un responsable des services à la communauté vous contactera directement après la conférence. Alors, Dr. Bertium, il y a une question qui a été posée à quelques reprises, mais juste avant que je pose la première question, il y a aussi un beau petit commentaire qui a été reçu d'un de nos participants qui dit qu'elle a beaucoup en commun avec vous. Elle a été au cégep de Maisonneuve, elle a fait son bac en biochimie à l'Université de Sherbrooke aussi, sa maîtrise en biologie cellulaire aussi. Alors, il y a quelqu'un qui a un parcours très similaire au vôtre qui vous écoute aujourd'hui. Donc, si on passe à la première question qui a été posée de différentes façons, donc j'espère que les participants vont s'entendre. Alors, vous avez parlé surtout de la LMA et des lymphomes, puis je sais que vous avez touché un petit peu là-dessus, mais peut-être vous parler un petit peu plus du plan pour les autres cancers du sang comme la LMC ou la LLC, par exemple. Comme nos données chez les milliers cellulaires l'indiquent, il est très probable que notre composé fonctionne chez les LMC et les LLC et aussi les myélomes multiples qui sont dans notre cible. C'est très difficile de courir plus qu'un lapin à la fois. On en court déjà 2. C'est très difficile et très onéreux d'essayer d'en courir plus que 2. Je travaille très, très fort, mais c'est au bout des limites financières pour l'instant. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on n'a juste pas assez de fonds pour faire nos études. Jusqu'à maintenant, on a ramassé 22 millions de dollars pour se rendre là où on est. Et juste pour vous donner une idée, une subvention de 1 an des Instituts de recherche en santé du Canada, les IRSC, est d'environ de 150 à 200 000 dollars. Donc, on en a ramassé l'équivalent de plus d'une centaine de subventions annuelles dans les 5 ou 10 dernières années. Et malheureusement, les Instituts de recherche de santé du Canada n'ont toujours pas subventionné notre projet. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas toujours. Mais je leur ai donné une autre chance cette année. J'ai réappliqué pour une dernière fois probablement si ça ne fonctionne pas. Oui, il ne faut jamais abandonner, c'est ça. C'est un aspect très important de votre travail. L'autre question qu'on a reçue sont quels sont les effets secondaires du traitement? Je sais que vous en avez parlé un petit peu d'une quinzaine de patients, mais peut-être refaire le tour de la question. Jusqu'à date, il n'y en a aucun. Même pas un mal de tête, aucune diarrhée, rien. C'est une médecine de précision qui cible les cellules cancérigènes et par notre mode d'action prédit et supporté par des pages et des pages de données, de médicaments est très spécifique pour les cellules cancérigènes et épargne les cellules normales. Jusqu'à la dose actuelle de 140 mg par jour par personne pendant 28 jours, on n'a aucun effet secondaire ou aucun effet néfaste chez les patients, même pas augmentation de lyse cellulaire, que ça vienne du foie, des reins ou du cœur. Tout est très, 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 très propre jusqu'à la semaine passée. Et on commence la prochaine dose de 210 mg bientôt. En comparaison, chez les rats, notre composé est moins toxique que de l'aspirine. Juste pour vous donner une idée, dans une dose unique donnée chez les rats. Donc, ça serait vraiment génial d'avoir un composé qui tue les cellules cancérigènes avec des effets secondaires vastement réduits. Oui, c'est tout à fait incroyable, c'est sûr, merci. Dernière petite question un petit peu connexe qui nous a été posée. Vous parlez des données sur les cellules sanguines, mais quel est l'impact de votre produit sur les autres cellules du corps, le cœur, le rein, les muscles, comme les antityrosine kinases? Quel est le mot? J'ai entendu kinase, mais le mot avant? Pardon, antityrosine kinase. En comparaison des antityrosine kinases. Notre composé in vitro, dans notre article par Beauchamp et collaborateurs publié dans Nature Communication en 2020, démontre la supériorité de notre composé aux inhibiteurs d'asatinib. On est de 10 à 100 fois supérieur dans l'élimination des cellules de lymphome.
et on est en train de tester et de comparer notre molécule PCLX001 au dasatinib et aussi à ibrutinib, qui est un médicament qui cible les tyrosine kinases de Bruton, qui est prévalent dans les CML. CLL, excusez-moi. Donc, jusqu'à maintenant, on a des effets cellulaires, moins d'effets secondaires chez les patients jusqu'à la dose de 140 mg. On n'a pas de lyse des tissus du cœur, des reins, du foie. On a une panel incroyable de marqueurs qu'on prélève des échantillons de sang et on envoie les tests cliniques et il n'y a aucune augmentation significative dans les patients qui ont reçu notre composé. C'est vraiment impressionnant. Merci tellement d'avoir partagé ceci avec nous. Merci aussi aux participants d'avoir posé ces excellentes questions. Merci encore une fois, Dr. Berthiaume, d'avoir pris le temps d'y répondre, d'avoir pris le temps de présenter aujourd'hui. Je vous demanderai de passer aux prochaines diapos, s'il vous plaît. Ça, c'est juste, ça, c'est les seuls diapos, ça, c'est juste si les gens avaient notre équipe de 5 personnes ici qui est montrée à gauche. Ça, c'est les gens qui forment le cœur de Pasilex. Et on a de l'aide avec nos du côté administratif, du côté légal, et on a un membre de notre 4 membres sur le Board of Direction. Oui, les conseils d'administration. Conseil d'administration en français. C'est pas facile après 25 ans en anglais de reparler français. Bien sûr, bien sûr. Donc, je voudrais prendre quelques minutes pour inviter nos participants aux prochaines conférences cette semaine, toujours dans le cadre de la conférence nationale sur la leucémie. Alors, juste une minute, Karine, peut-être Dr. Berthiaume descendre. Avez-vous ceux de conclusion, les diapos de conclusion à la fin de votre présentation? Pardon? Avez-vous les diapos de conclusion à la fin de votre présentation? Je m'excuse de vous couper. Non, les conclusions, je les ai présentées juste un peu à prendre. Parce qu'il y a plein de gens qui me demandent comment je peux aider, où est-ce que je peux donner. Donc, j'ai fait ma petite propagande pour la SLLC et aussi notre labo. Excellent. Je voulais juste nos diapos de conclusion de la société là, avec les prochaines conférences disponibles. Les avez-vous ajoutés? C'est pas grave sinon. Oh, elle n'y était pas. OK. Bon, pas de problème. Continue, Karine. Je suis désolée. Aucun problème. Non, ça va. Puis, là, je comprends ce que tu veux. Oui. Donc, comme on disait, donc, il y a des conférences cette semaine sur les 4 grandes formes de la leucémie, donc LMA, LLA, LMC et LLC. Nous terminerons la semaine avec la conférence de fermeture, qui est la gestion des effets secondaires et des traitements contre les cancers du sang. Alors, au lieu des diapos, on vous invite à visiter le site donc cancerdusang.ca pour réserver votre place. Cet événement a été rendu possible grâce au soutien de AbbVie, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb et Pfizer. Avant de quitter, j'aimerais vous rappeler que nous sommes là pour vous. Si vous êtes à la recherche de ressources ou de soutien, n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à info@cancerdusang.ca, donc info@cancerdusang.ca, ou par téléphone qui est disponible sur le site web aussi, le 1-833-222-4884. Veuillez noter qu'un court sondage vous sera envoyé après cette présentation. Veuillez prendre un moment pour y répondre afin de nous aider à planifier les événements futurs. Merci encore une fois, Dr. Berthiaume. Merci, Pascal. Et à tout le monde, prenez bien soin de vous.